d'abord, je voudrais dire que certainement, les femmes et les filles en milieu rural sont confrontées à des formes multiples, un peu spécifiques, croisées, de discrimination, d'injustice et de violence, qui présentent des traits particuliers, d'où effectivement vraiment la pertinence du thème qui nous réunit ce matin. Elles peuvent subir des formes particulières de pauvreté et d'exclusion, et je mentionnerai, sans aller plus loin sur ce point, par exemple, la discrimination dans l'accès à la propriété foncière. Elles assurent la majeure partie des soins non rémunérés et du travail domestique dans les familles et dans les ménages. Elles peuvent connaître un moindre accès aux services de santé ou à des informations et services d'ordre général concernant leurs droits en matière de santé sexuelle. Elles peuvent avoir un accès, et je dis elles peuvent avoir parce que je me garde d'établir des généralités absolues, elles peuvent avoir un accès plus restreint à la justice, aux infrastructures, aux services, aux opportunités que les femmes et les filles en milieu urbain. Alors, si les violences au sein du couple touchent tous les milieux sociaux et toutes les parties du territoire, on peut peut-être considérer en effet que les victimes vivant en milieu rural sont confrontées à des difficultés supplémentaires. Je voudrais rappeler, mes collègues du ministère de l'Intérieur en parleront mieux que moi, que la moitié des féminicides a lieu en milieu rural et que la situation donc, des femmes en milieu rural peut être également moins bien connue. En France, les 3/4 des bassins de vie sont ruraux. Ils représentent 78% de la superficie du pays et ils sont occupés par environ 31% de la population. 31% de la population, 47% des féminicides. Je ne suis pas statisticienne. On peut considérer qu'il y a une occurrence un peu plus importante dans les milieux ruraux et je laisserai d'autres revenir là-dessus. Les problématiques spécifiques sont que les victimes dans les zones rurales sont tout simplement plus isolées. C'est mécanique, on parle de zones à moindre densité, donc ça se comprend totalement. Elles sont peut-être plus exposées, elles sont moins informées ou sans doute moins protégées. Ces moins ne tiennent pas à des volontés, bien évidemment. Il s'agit simplement de conséquences de situations concrètes et matérielles. L'isolement est plus accentué du fait de la proximité, promiscuité d'autrui et d'une moindre anonymisation. C'est en effet assez clair, ça peut peser sur la libération de la parole, ça peut favoriser un contrôle renforcé des auteurs des violences et cela peut rendre le fait, par exemple, de porter plainte ou de se confier à un professionnel plus difficile. Il y a sans doute une prégnance plus forte des stéréotypes sexistes dans un milieu qui peut être encore un peu plus patriarcal, minimise les violences, ce qui accroît la honte, la stigmatisation et renforce le repli des victimes. Il y a une moindre connaissance des droits et des dispositifs existants de prise en charge, une aide et des voies de recours qui peuvent être moins importantes à proximité des victimes en raison des distances, des moyens d'accès, etc. Et je me réfère clairement à des difficultés de mobilité qui sont plus importantes en zone rurale. Et enfin, comme je l'ai évoqué au début, il peut y avoir une précarité économique et financière accentuée, en particulier dans certaines catégories socio-professionnelles. Je pense aux agricultrices avec des reconnaissances statutaires qui ont progressé, mais sur lesquelles il y a encore beaucoup de choses à faire, et ce qui peut surajouter une dépendance vis-à-vis de l'auteur des violences. Alors, la réflexion, bien sûr, porte sur les propositions d'action qui sont déjà à l'œuvre, qui sont déjà en cours d'expérimentation, d'application, ou celles que l'on pourrait développer. On peut développer, on doit développer des actions de sensibilisation et de prévention des violences sexistes et sexuelles. Je pense là notamment aux établissements scolaires pour lutter contre la banalisation des violences. Alors, aux établissements scolaires et à toutes les structures d'enseignement et d'éducation qui existent, les MFR, etc., etc. Enfin, et je pense que c'est effectivement important de le faire.
renforcer la communication pour mieux faire connaître les droits et les dispositifs de recours. En fait, il s'agit d'être dans une démarche proactive et d'aller vers pour rompre l'isolement des victimes. Et donc, il y a un certain nombre d'expériences très intéressantes qui sont conduites dans ce domaine. Par exemple, je vais en citer deux, dans le Gers, Tarn-et-Garonne, mais nous verrons qu'il y a d'autres départements qui ont dans les mêmes pratiques, la mise en place de campagnes d'information et de communication par des pochettes d'emballage de médicaments. Madame la Présidente, vous parliez tout à l'heure des pharmaciens qui sont représentés et des sénateurs qui sont pharmaciens, pochettes d'emballage de médicaments avec des informations sur les dispositifs existants au niveau national, mais aussi au niveau départemental, puisque l'accès à des interlocuteurs de proximité est un enjeu important de l'action. Il y a également la même chose sur des pochettes d'emballage du pain, et là je pense au Gers, avec l'appui des artisans boulangers du Gers. Et si vous permettez, j'essaie de vous montrer ce que ça donne. Alors là, je crois que l'exemple il est des Hautes-Pyrénées. Pas si on voit bien. Voilà. Enfin bref, ça c'est la maquette d'emballage d'une baguette de pain. J'ai essayé de vous montrer cela. Et donc l'exemple dans le Gers, c'est 100 000 pochettes réalisées. Donc ça permet quand même de toucher beaucoup de gens et des proches des victimes aussi, hein, bien évidemment. Le réseau d'alerte et d'appui, c'est les victimes et les proches des victimes, bien évidemment. On peut établir un diagnostic des dispositifs et acteurs existants sur le territoire pour agir et renforcer le maillage territorial. Voilà, détecter quelles sont les faiblesses de ce maillage, là où il faut absolument le renforcer. Et là, c'est notamment l'expérience qui a été menée en Normandie, sous l'égide de la Direction régionale droits des femmes égalité, avec le réseau des délégués départementales, et avec l'ARS et avec l'ensemble des professionnels de santé notamment. C'est un travail très important. On peut développer des lieux de permanence dans d'autres sites seraient, par exemple, des sièges d'associations qui n'ont pas forcément les moyens non plus de multiplier les antennes partout, par exemple dans les mairies, par exemple dans les maisons de France Service. Et là, Madame Nora Husson en parlera mieux que moi, mais la FNCIDFF, par exemple, a développé un partenariat avec le CGET devenu ANCT et au plan local, a impulsé effectivement la mise en place de permanences avec des chiffres qui, enfin vous nous en parlerez, sont assez importants. Voilà. Je veux également dire que lorsque le ministère chargé de l'égalité a mis en place des points d'accueil éphémères dans les centres commerciaux pour aller porter l'information vers les femmes et pour leur permettre de rencontrer des professionnels avec l'appui donc de nos partenaires associatifs, eh bien, nous en avons tiré un certain nombre d'enseignements qui nous ont amenés à poursuivre ce dispositif. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de points d'accueil de ce type dans des zones rurales ou semi-rurales, dans des départements tels que la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, Yonne, la Nièvre, l'Orne et la Creuse. Voilà, effectivement, des exemples de dispositifs d'aller vers. On pourrait citer aussi l'exemple d'un bus pour les femmes, qui se déploie en Eure-et-Loire, en milieu rural, depuis 2020. Et l'objectif est d'aller à la rencontre de femmes sur leur lieu de vie, pour leur apporter de l'information, pouvoir les orienter et également mieux prévenir et repérer les femmes victimes de violences. On n'est pas seulement sur le champ violence, mais lorsqu'on délivre une information sur l'accès aux droits, eh bien, on peut de ce fait détecter une situation de violence et apporter la bonne information et la bonne réponse. Environ 80% des femmes qui avaient été rencontrées dans ce cadre, alors c'est une statistique qui va évoluer, ont exprimé avoir été ou être victime ou connaître quelqu'un dans leur entourage qui est victime de violence. On voit que ce type d'action est important. Le bilan pour l'année 2000, j'ai pas encore le bilan pour l'année
2020. Mais en 2019, je vois que ce bus avait rencontré 400 femmes et plus de 400 enfants également. Il faut renforcer le repérage et la prise en charge des victimes par des dispositifs de proximité, en renforçant le partenariat entre les acteurs. Là, tous les acteurs sont effectivement représentés. C'est la conclusion, par exemple, de contrats locaux sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a beaucoup d'outils de partenariat qui permettent aux services de l'État et à ses partenaires de se rencontrer régulièrement et de croiser une information sur des territoires, une information qui est extrêmement précieuse. On développe également des réseaux dits sentinelles pour impliquer davantage d'acteurs et répondre mieux aux besoins des femmes. J'avais un exemple très intéressant dans le Tarn, mais je vois que Madame Parole de Femme est représentée ici. Et dans le Tarn, effectivement, voilà, vous avez mis en place depuis 2016 un réseau de relais ruraux avec la déléguée départementale des droits des femmes. Et on voit bien que l'implication effectivement des collectivités territoriales, des professionnels de santé, des forces de sécurité intérieure et de commerçants travaillant ensemble apporte effectivement un véritable plus pour apporter des réponses. Et je crois d'ailleurs, Madame, que vous avez proposé d'essayer cette méthode dans 3 autres départements en 2021, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Lozère. Il faut évidemment renforcer la formation des professionnels. C'est extrêmement important pour apporter une réponse à ces situations en zone rurale. Il faut encourager au développement des postes SCG, mais je pense que mes collègues de la gendarmerie en parleront peut-être. Il faut développer les dispositifs favorisant la mobilité des victimes. Ce sont des choses très concrètes et nous travaillons et le programme 137, qui est le programme égalité, contribue au financement de dispositifs dits de mobilité depuis plusieurs années. C'est le cas, par exemple, dans l'Indre, où un dispositif a été mis en place depuis avril 2019. Et ce dispositif met des véhicules à disposition des femmes victimes de violences qu'il faut extraire du domicile conjugal pour les conduire dans des centres d'hébergement d'urgence. Il y a un protocole très précis avec des temps d'intervention, une organisation, un ensemble d'acteurs. Ça fonctionne. En 2020, il y a une quinzaine de femmes qui ont bénéficié de ce dispositif pour un nombre de kilomètres parcourus de 804 kilomètres. Il faut évidemment renforcer la mise à l'abri et faciliter l'accès au logement. Et nous avons un exemple intéressant dans le Finistère, mais il me semble que la sénatrice du Finistère, Madame Havé, est parmi les rapporteurs donc, de cette commission, Madame la Présidente. Et dans le Finistère, j'avais noté effectivement le développement de l'accueil de femmes par des accueillants agricoles et ruraux. Cette action permet de diversifier l'offre d'hébergement à destination des femmes victimes de violences. C'est une action qui implique la formation des personnes qui accueillent. C'est une action qui implique de dépasser précisément un certain nombre de difficultés qui sont justement l'isolement, la difficulté de déplacement. Donc, pour monter des choses comme ça, il faut effectivement se poser beaucoup de questions périphériques. Un enjeu important aussi pour la lutte et la résorption des violences contre les femmes en milieu rural, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des femmes. Alors, on est effectivement dans des périodes où les choses ne sont pas très faciles. Enfin, je n'ai pas parlé de la crise sanitaire, mais bon, on l'a tous évidemment autour de nous, on y travaille énormément. Et ça ne rend pas les choses faciles, évidemment, en ce moment. Là encore, je crois que c'est la FNCIDFF qui va nous parler tout à l'heure, peut-être, d'expériences qui ont été conduites, qui sont très intéressantes. Une expérience d'autonomisation de femmes va effectivement les amener à surmonter cette situation de victime qu'ils ont connue. Voilà, j'avais un temps de parole limité, je ne voudrais pas le dépasser, Madame la Présidente.
que je voulais dire, c'est que voilà, la question posée, c'était faut-il apporter des réponses spécifiques. Moi, je suis persuadée en tout cas qu'il faut apporter des réponses adaptées. C'est peut-être que les constats ne sont pas brutalement si différents, le phénomène d'emprise est le même, etc., etc. Mais les situations sont de façon très pratique, matérielle, différentes. Il peut y avoir des facteurs culturels un peu différents aussi à l'œuvre et par conséquent, il faut apporter une réponse adaptée. L'information, j'ai essayé de citer un certain nombre d'exemples de ces réponses. Je crois qu'il faut une mobilisation commune importante en tout cas et les partenariats. C'est vraiment essentiel. Et je pense qu'en zone rurale, justement, paradoxalement, je dirais, on a énormément de facteurs qui permettent vraiment de développer le partenariat et les solidarités de façon très concrète sur des territoires. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il n'existe pas de réponse purement policière, donc purement gendarmique, à un problème de société tel que les violences faites aux femmes et plus particulièrement liées à la condition de la femme. Pour autant, dans les territoires ruraux, dans le silence de la nuit et dans l'intimité des foyers, bien souvent, seul le 17 est le seul recours des victimes. C'est pourquoi l'action de la gendarmerie reste parfois l'unique recours des victimes dans ces situations. Et adapter cette réponse au plus près des attentes de cette population tout en garantissant la sécurité de nos interventions, créer des synergies locales dans une logique partenariale sont les deux axes de notre réflexion. S'agissant des interventions, je tiens à souligner que la gendarmerie mène toutes les heures, partout sur le territoire, près de 15 interventions pour des faits de vif. C'est énorme. Elle implique, notamment pour nos militaires, la nécessité de se sécuriser. S'agissant de notre action spécifique dans les territoires ruraux, la gendarmerie donc, représente l'intervention sur 95% des territoires et 51% de la population, ce qui se traduit en chiffres notamment sur les vifs, par une proportion stricte d'intervention et de victimes en 50% sur les territoires ruraux et 50% sur les zones périurbaines et urbaines. Ce qui est intéressant ici, c'est de souligner les densités de population. Et globalement, sur les densités de population, nous sommes sur une proportion de vifs sur les territoires urbains et sur les territoires ruraux, une progression similaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décrochage entre les phénomènes de vifs dans les territoires ruraux et dans les territoires urbains, ce qui ne permet pas, en fait, aujourd'hui, à la lecture des chiffres, de donner de véritables tendances et de souligner un décrochage strict entre le phénomène urbain et rural, ce qui mènera d'ailleurs à une proposition et une recommandation pour mieux comprendre cette violence et ces violences faites aux femmes dans les territoires ruraux. La gendarmerie, donc, par son maillage territorial, réussit à être parfois le seul service public disponible, je l'ai dit, donc le 17 reste le seul recours, et son action en matière de violence conjugale reste centrale, puisqu'elle est généralement la seule à pouvoir, en tout cas dans l'urgence, apporter une réponse aux faits de violence conjugale. Cela veut dire pour la gendarmerie d'adapter son dispositif, et elle le fait, elle l'a fait en matière d'intervention, elle le fait au niveau de sa permanence dans tous les territoires ruraux, mais passer l'urgence, c'est l'accompagnement qui est au cœur des enjeux. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un accompagnement social qui fait aujourd'hui défaut de par le fait que les associations sont principalement concentrées dans les centres et les centres urbains. Et quand je parle de centres urbains, je ne parle pas essentiellement des métropoles, mais également des villes moyennes qui concentrent l'action associative et l'ensemble des synergies sociales. Et je parle également du besoin de protection, puisque la ruralité, en fait, dans le traitement de la protection des victimes de violences conjugales, pose problème. Et on trouve ici, et on dessine ici les limites, notamment en matière de proposition d'hébergement d'urgence, en termes de prise en compte de certaines spécificités qui sont liées et au handicap et aux seniors, et enfin de la mise en œuvre du bar
et du TGD, qui trouve également ses limites, notamment par les délais d'intervention imposés, par le caractère rural en fait des territoires. Donc, dans la dynamique générale du Grenelle des violences conjugales, la gendarmerie a bien évidemment bénéficié des avancées, je n'y reviendrai pas. Nous avons développé un certain nombre d'outils, par contre, spécifiques, notamment en matière d'indicateurs, qui est constitué d'un tableau de bord pour le suivi des violences intrafamiliales, ce qui permet, alors j'ai ici l'exemple, ce qui permet au niveau des unités, des brigades, des compagnies, mais également des groupements, que ce soit en chiffres ou avec des données géographiques, de voir les grands équilibres et les grands déséquilibres qui pourraient exister en matière de violences intrafamiliales. Nous avons également créé au 1er janvier 2021 des maisons de confiance et de protection des familles qui sont aujourd'hui au nombre de 53 et qui feront l'objet également d'une recommandation. Et nous avons mis en œuvre au niveau national et décliné au niveau local un certain nombre de synergies avec les associations qui sont aujourd'hui d'ailleurs représentées autour de cette table ronde. La gendarmerie veut également porter aujourd'hui 7 recommandations. Ces 7 recommandations sont les suivantes. La première, c'est poursuivre le recrutement des intervenantes sociales gendarmerie dans les territoires ruraux. Et à ce titre, combler le vide de maillage associatif et de soutien de proximité sociale qui fait défaut dans nos territoires, dans une démarche, comme l'a dit Madame Furnon-Petrescu, de rencontre, d'aller vers, si l'on s'en donne les moyens. Et à ce titre, il faudra envisager, en plus de ce recrutement des intervenantes sociales en gendarmerie, les doter de moyens véhicules et de moyens dédiés, notamment des moyens qui leur permettront d'opérer, et ce sera l'objet d'une autre proposition, des visioconférences avec les victimes et de pouvoir assurer un accompagnement, à défaut d'être tout le temps physique, au moins de toujours avoir ce lien et ce lien humain, certes dégradé, mais apporté par la visioconférence. Et vous en avez aujourd'hui d'ailleurs la manifestation. Ça nous permet quand même de garder le contact. Et enfin, le rôle de l'intervenante sociale gendarmerie est essentiel pour faire le lien avec le centre et les centralités où sont en fait finalement les véritables leviers de l'action sociale, qu'ils soient financiers, qu'ils soient tout autres, notamment pour l'éducation et pour la sortie en fait de cette crise, puisque la gendarmerie, par le biais de l'appel 17, se retrouve dans une situation d'urgence et doit être en mesure, dans les territoires ruraux, mais comme ailleurs, mais plus particulièrement dans les territoires ruraux, d'être cette ligne de vie entre cette situation d'urgence et cette résolution par l'accompagnement social vers une sortie de crise et finalement un retour à une forme de normalité. Donc, première proposition, poursuivre le recrutement des intervenantes sociales gendarmerie pour les territoires ruraux. Deuxième recommandation, doter tous les départements de maisons de confiance et de protection des familles et renforcer au besoin celles qui en ont besoin. Donc, c'est un effort pour la gendarmerie évalué à 250 ETP et qui permettra de renforcer le suivi des victimes et de systématiser notamment le rappel aux victimes les plus sensibles. Et donc, arriver à une individualisation et un suivi particularisé de chaque situation, prenant en compte certes la victime femme, mais également son environnement, puisque nous considérons aujourd'hui que l'accompagnement des enfants ne peut être exclu du traitement même de la victime. On fait ainsi des enfants des co-victimes, finalement, même si elles ne sont pas les victimes directes, elles sont les victimes indirectes de cette situation, notamment dans les territoires ruraux, où la vie enracinée dans un village ou dans un hameau peut être totalement perturbée, y compris pour les enfants. Enfin, troisième proposition, aider à la mobilité des victimes et la prise en charge du transport des victimes de violences intrafamiliales. Donc, je ne suis pas revenu sur les spécificités qui ont été évoquées dans le propos liminaire de Madame la Présidente, mais la question de la mobilité est au centre des territoires ruraux. Et donc, nous souhaitons, dans l'urgence et dès l'instant où il n'y a pas de soins à apporter, ce qui reviendrait aux pompiers, mais dans l'urgence, favoriser le transport par la gendarmerie, ce qui dans les faits est réalisé, en proposant des véhicules adaptés, en prenant en compte notamment les enfants, c'est-à-dire doter les militaires de véhicules de grande capacité qui bénéficient de l'ensemble des modalités pour pouvoir transporter en sécurité
les victimes et les co-victimes de violences intrafamiliales en urgence. Et enfin, protocoliser véritablement dans chaque département le recours au bon taxi et trouver des solutions facilitées, y compris la nuit, avec une permanence téléphonique, et ben, la possibilité pour les gendarmes de demander un transport individualisé pour la femme victime de violence et aider ainsi au parcours de reconnaissance, notamment des traces, notamment quand il s'agit d'aller dans les hôpitaux, etc. Et bien, en fait, de favoriser ce transport qui, bien souvent, fait défaut. Quatrième recommandation, développer l'accès aux services numériques. Donc, on s'est rendu compte au fil de la crise de la pandémie, la nécessité de développer le recours au numérique et d'en informer les victimes. Ça veut dire se donner la possibilité d'utiliser des appels vidéo pour des conseils à distance ou des reprises de contact avec les victimes de manière plus facile. Pour les personnes isolées, notamment les seniors, financer des services de téléassistance. Je n'ai pas pu l'exposer, je n'ai pas le temps, mais la question la sénescence de notre population dans le milieu rural est absolument centrale. On se rend compte notamment dans le cadre des féminicides dans les campagnes qu'on ne peut pas lier, on peut faire un lien entre vieillesse et violence au sein du couple, qui est parfois faussement appelée violence au sein du couple, qui est parfois un appel de détresse du couple, notamment dans le cadre de maladies comme Alzheimer. Voilà, donc la nécessité de s'occuper de nos anciens dans les territoires ruraux fait également partie de nos préoccupations, et je pense que donner des moyens de téléassistance pourrait être, en tout cas, salvateur dans certaines situations, au-delà de la prise en compte sociale et financière de la vieillesse. Cinquième proposition, développer l'itinérance de l'offre de sécurité et le développement de nouvelles proximités. Alors, je vais vous faire, certaines des choses que je vais vous présenter sont déjà mises en œuvre, mais je pense que certaines initiatives doivent être favorisées dans les territoires et parfois financées, ou en tout cas mieux financées. Donc, c'est le cas notamment de l'accès aux services publics, Maison France Service et le programme des petites villes de demain, dans lequel la gendarmerie va participer en opportunité en fonction des territoires pour offrir un service et un point d'écoute aux femmes victimes de violences. C'est l'ouverture dans les villages, dans les villes, de tiers-lieux ou en tout cas de permanence en lien avec les mairies. C'est le cas du 78 sur le territoire de Mantes-la-Jolie. Il y a eu un article dans Le Parisien et je vous y renvoie. C'est la mobilité accrue avec la mise en œuvre de camping-cars ou de bus, notamment dans la Vienne, armés par des réservistes, qui permet de faire l'itinérance et de se porter là où on en a besoin. C'est le cas du recueil de plaintes dans les hôpitaux. En 2020, 53 conventions ont été signées à cet effet. C'est l'utilisation des réservistes de la gendarmerie nationale pour armer des permanences ou armer des patrouilles au plus près des territoires, dans les marchés, dans en fait les nouveaux lieux de vie. Enfin, c'est l'adaptation à la spécialisation des territoires et le développement de points d'écoute dans les centres commerciaux. Donc, c'est le cas du Jean Drive à Puzé dans le 70 ou à Ville-du-Bois dans le 91. Et là, on remarque que la périurbanité, qui est ce trait d'union entre la centralité des métropoles et la ruralité, peut servir de trait d'union, puisque c'est souvent dans la périurbanité qu'on va faire ses courses, on a des rendez-vous de médecins, on a un certain nombre de choses, et c'est à la gendarmerie, qui est également non pas que le service de sécurité de la ruralité, mais également le service de sécurité de la périurbanité, de se porter sur ces territoires. Sixième et avant-dernière proposition, densifier le réseau de partenariat dans les départements ruraux, c'est-à-dire organiser les échanges entre les institutions et les partenaires associatifs autant que faire se peut, identifier les différentes dynamiques associatives, et là encore, on a du chemin à parcourir, puisqu'en fait, plus on va vers la ruralité, plus on est dans des offres associatives très locales, des petites structures qui ont du mal en fait à émerger comme étant des interlocuteurs pour la gendarmerie et au niveau en fait des préfectures, au niveau des groupements et des compagnies de gendarmerie départementales. Donc il faut essayer de trouver cette synergie, essayer d'opérer des regroupements sans casser les identités associatives, mais en tout cas prolonger et faire en sorte que ces différentes associations soient identifiées. C'est envisager un financement ciblé de l'État
sur ces associations participant à la lutte contre les violences intrafamiliales. Donc, c'est-à-dire, c'est au niveau local d'aller promouvoir par un financement ces associations qui font un travail formidable. C'est multiplier les solutions d'hébergement d'urgence dans une logique d'éloignement raisonnable. Et là, je pense que les maires ont un rôle à jouer avec les conseils départementaux, c'est-à-dire que les solutions d'hébergement aujourd'hui offertes par les CIAO et la plateforme d'hébergement d'urgence montrent qu'on a une concentration d'hébergement dans les villes qui reste certes insuffisante, mais pas assez de solutions d'hébergement dans la ruralité qui permettent à la victime de ne pas être totalement déracinée en fait de son lieu de vie, de son travail, de la scolarité pour la famille et de l'ensemble de cet équilibre de vie qui est nécessaire, je pense, dans la reconstruction. Donc ces places d'hébergement sont essentielles et elles devraient être également accessibles H24, 7 jours sur 7, par l'intermédiaire de la plateforme hébergement ou encore mieux, par des plateformes CIAO centralisées qui nous permettraient, nous, gendarmes, dans l'urgence, de les saisir. Enfin, s'agissant de densifier le réseau de partenariats, s'appuyer sur les partenariats nationaux et les initiatives locales portées par des entreprises privées comme Carrefour, comme Sodebo, comme les pharmaciens, comme les boulangers qui nous ont aidés notamment à développer des messages sur les sachets de pain et les sachets de pharmacie de manière à mieux informer les victimes et notamment faire la promotion du 3919, des plateformes d'appel et également de la plateforme des violences sexuelles et sexistes. Et enfin, dernière recommandation, mieux comprendre les dynamiques des territoires et celles des territoires ruraux. Il s'agit ici de corriger ou d'anticiper certains manques en opérant des rééquilibrages et en portant l'effort sur certaines thématiques. Une prévention ciblée permet d'éviter des situations dramatiques ou de trouver des solutions dès l'apparition des signaux faibles. J'entends ici, dans cette idée, créer une meilleure compréhension des territoires ruraux en favorisant les échanges participatifs et les véritables préoccupations des habitants. Il faut qu'on puisse créer des plateformes où les gens pourraient porter des solutions locales qui pourraient être financées au niveau départemental et pourquoi pas relayées au niveau national. Et je pense également qu'il faudrait qu'on se dote de véritables outils de suivi statistique, des phénomènes des vifs, mais en les liant à d'autres indicateurs de précarité, de l'emploi, et en fait essayer de mixer à nos chiffres un peu froids en fait d'intervention, de nombre de victimes et de cette logique policière, associée à cette logique policière, une logique sociologique qui nous permettrait en fait de ne plus travailler sur une urgence, mais d'aller porter par une approche globale des solutions et repousser finalement l'intervention 17, qui est finalement le dernier recours, comme je le disais en propos liminaire, et bien en fait essayer de retarder cela, ou en tout cas, au mieux de l'éviter, en tout cas le retarder. Voilà. J'espère que mon propos a été suffisamment clair. En un quart d'heure, c'est assez difficile de brosser l'ensemble des enjeux de la ruralité à partir d'éléments, mais j'espère que les recommandations sauront satisfaire cette table ronde. Je vous remercie. Par rapport aux effets de la crise sur les femmes victimes de violences, effectivement, dès le début de la crise sanitaire et avec les différents confinements, les CIDF ont constaté une hausse des sollicitations avec des augmentations qui peuvent aller entre 20% et 90% pour certains CIDF. Ces sollicitations s'expliquent par effectivement la situation de proximité continue avec les auteurs durant le confinement et effectivement cette cohabitation forcée, on va dire, avec l'auteur, le conjoint violent, qui a effectivement un effet d'exacerber, de multiplier les violences déjà existantes. Par exemple, le CIDF d'Ille-et-Vilaine nous a souligné qu'effectivement, ça accentuait bien sûr les violences déjà existantes, mais que ça amène aussi à ce que la victime puisse effectivement identifier qu'elle est véritablement dans une situation de violence. Pour les victimes qui vivent en couple avec l'auteur, je dirais que les effets du confinement ont effectivement accentué et ont compliqué
toutes les possibilités qu'elles avaient à faire des démarches. Et effectivement, les CIDF, notamment les CIDF situés, CIDF de l'Aude, le CIDF de l'Eure, hein, nous ont effectivement soulevé les difficultés notamment pour les couples vivant encore ensemble d'effectuer des démarches qui pouvaient permettre à la femme, à la victime, d'être aidée et d'être contactée par des organismes et des associations. Bien que la communication numérique sur les dispositifs mis en place lors du confinement se soit rapidement, et le réseau des CIDF s'est rapidement et massivement réorganisé pour adapter les modalités de contact des victimes, il est bien évident que ça a aussi accentué de nouvelles difficultés, puisque contacter les personnes par téléphone a aussi engendré, je dirais, un contrôle omniprésent de l'auteur à travers on va dire des cyber-violences. Et effectivement, ça n'a pas facilité le contact des personnes, ce qui nous a finalement conduit à développer assez rapidement, à remettre en place les permanences en présentiel, avec bien sûr toutes les mesures sanitaires nécessaires pour pouvoir être en contact direct avec les victimes. En milieu rural, d'une façon générale, la dénonciation des violences est complexe, ça a été dit, et que les femmes sollicitent moins les dispositifs qui peuvent les soutenir dans leur démarche et les accompagner. Simplement 2 exemples. Au 3919 en 2018, sur les 27 205 appels pris en charge, 26% provenaient d'une région classée comme essentiellement rurale, contre 74% émanant de territoires essentiellement urbains ou intermédiaires. Et on sait, selon les données enregistrées par l'INSEE, que 33% résidaient en zone rurale, contre 67% en zone urbaine ou intermédiaire. Donc, autrement dit, les femmes résidant en zone rurale sont moins représentées sur la ligne d'écoute nationale, et lorsqu'elles appellent, elles décrivent des moyens de contrôle particuliers, par exemple l'interdiction d'utiliser le véhicule ou le contrôle du kilométrage, l'interdiction de sortir, d'acheter, par exemple, une situation que nous avons relevée qui était particulièrement dramatique, d'une femme qui n'avait pas de chaussures depuis 10 ans. Voilà, l'interdiction, voilà, de pouvoir s'éloigner du domicile est très prégnante. En ce qui concerne les mesures d'éloignement géographique par des mises en sécurité en hébergement pour des femmes en très grave danger, là aussi, on note que seulement 4% des demandes proviennent d'un territoire classé en zone rurale, alors que les femmes sont particulièrement en danger, en tous les cas, du fait d'un certain nombre de facteurs, et qu'on approche des 50% effectivement des féminicides en milieu rural. Donc nous avons développé aussi des partenariats, alors la gendarmerie en particulier, puisque lors du confinement, on avait mis en place un partenariat avec les Corges et le 3919, ce qui nous a permis d'avoir accès directement au 17 dans chaque département, et ce qui a été particulièrement important dans des situations où les femmes ne pouvaient solliciter les services, et donc nous avons pu nous-mêmes appeler les services d'urgence, ce qui était 10 fois plus important durant la période de confinement qu'en période normale. La spécificité de notre territoire, c'est que c'est du rural et du montagnard, que la ville est à plus de 60 km, c'est Valence, et que les indicateurs sont plutôt dans le rouge du point de vue de l'accès aux services de santé et des revenus. Nous avons un taux de précarité qui se mesure par les bénéficiaires CMU qui est supérieur à la moyenne régionale. Pareil pour le suivi en ambulatoire pour des problèmes psychiatriques. Nous avons plus de mortalité par suicide qu'en moyenne régionale. Nous avons plus de pathologies liées à l'alcool, etc. Donc, c'est beau, c'est touristique, mais c'est aussi un lieu difficile à vivre pour des gens, pour des femmes et leurs enfants. Voilà, autre spécificité de ce territoire,
je l'ai dit, l'éloignement et une méconnaissance systématique des dispositifs chez toutes les femmes que nous rencontrons. Donc, ces femmes, elles ont, pour les 2/3 d'entre elles, des enfants. Ce sont donc des foyers monoparentaux. Beaucoup de néos, c'est-à-dire des femmes qui ne sont pas de parents d'Iwa ou Odiwa, des femmes qui sont venues chercher refuge aussi, d'autres parties du département, ou d'autres départements même, et qui découvrent que les violences continuent à les suivre ici, harcèlement, harcèlement lourd, etc. Je l'ai dit, elles ignorent leurs droits. Et puis surtout, elles vont mal. Psychologiquement, elles vont vraiment mal. Et un des problèmes qu'on rencontre, puisqu'elles ont peu de moyens financiers, c'est comment les accompagner, elles et leurs enfants. Elles ont aussi un besoin de se retrouver entre elles pour partager, pour avancer plus vite. On connaît le bénéfice des groupes de parole. Donc, notre association anime un groupe de parole animé par une psychothérapeute et sexologue, bien sûr gratuitement, réservé à ces femmes. Nous lançons un groupe de sophrologie relaxation et aussi un groupe de travail par la parole sur les relations mère-enfant. Voici, grosso modo, pour l'association. Je voudrais maintenant aborder les points qui nous posent problème. Donc, nous sommes en partenariat étroit. Les points qui nous posent problème, c'est que ces violences, peu de gens y sont formés. Nous avons la chance que l'ARS ait donné comme thématique au groupe Santé des femmes qui s'est créé il y a 1 an et demi à Die, la thématique violence. Bien sûr, nous avons insisté pour cela. Donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'un groupe se réunit, un groupe partenarial piloté par l'ARS qui réunit les gendarmes, le département, les associations, toutes sortes de personnes. Et c'est très riche. On apprend à se connaître, on partage, c'est très bien. Ça va prendre fin, une autre thématique va apparaître et ça va être relayé par un CLSPD. Comité de sûreté et de prévention de la délinquance, c'est tout autre chose. Il y aura là beaucoup plus d'élus. On espère que ça va permettre aux élus de se saisir de la question. Venons-en aux élus. Nous avons proposé que parmi les 50 maires de la communauté de communes, un maire, un homme et une femme, un maire et une mère soient désignés porteurs et porteuses de cette question des violences et plus généralement de l'égalité. Ça a été fait. Ce que nous souhaiterions de la part des maires qui en rural jouent un rôle fondamental, nous avons plusieurs expériences de femmes qui ont été voir le maire en désespoir de cause. Nous voudrions que les maires confortent financièrement, par exemple notre association, nous on a zéro financement pour le moment. Nous aimerions que les maires des petites communes mettent à disposition un lieu d'écoute, même dans ces temps de Covid. Nous aimerions que dans toutes les équipes municipales, parmi les élus, il y ait un et une référent violence formé. Notre association forme et sensibilise. On distingue bien les deux choses. Donc, que les maires et les hommes et femmes soient formés partout sur le territoire rendrait un grand service aux femmes. Les bons de transport, je ne m'étends pas. Je n'en ai pas entendu parler. Nous assurons le covoiturage jusqu'à Crest pour rencontrer l'avocate, jusqu'à Valence. C'est nous qui faisons du covoiturage. Nous avons la chance d'avoir peu de dispositifs sur le territoire, mais de qualité. Nous avons l'intervenante sociale en gendarmerie qui joue un rôle fondamental. Nous orientons beaucoup vers elle. Nous avons une seule permanence mensuelle du CIDFF. C'est tout à fait insuffisant, d'autant qu'elle est passée en visio, etc. Nous avons perdu c'est une juriste, nous avons perdu la permanence de la psychologue du CDFF et nous le regrettons. Nous l'avons perdu il y a plusieurs années. Et nous avons une permanence de remède très utile, l'Association nationale d'aide aux victimes. Donc voilà, 3 permanences, mais qui sont vraiment insuffisantes. Et donc nous, notre rôle, c'est d'écouter de façon empathique, c'est-à-dire que nous croyons les femmes et nous les accompagnons dans la durée, dans les allers-retours, que vous connaissez toutes et tous, dans leurs hésitations. Nous ne poussons pas à la plainte parce que nous connaissons les chiffres que nous vérifions localement. C'est-à-dire 80% des plaintes classées sans suite. Et donc,
une de nos demandes, c'est d'avoir la transparence sur les chiffres, c'est-à-dire de la gendarmerie, combien de femmes ont fait un renseignement judiciaire n'osant pas déposer plainte, combien de femmes ont déposé une plainte, ensuite, combien de plaintes ont été classées par le parquet. Ça, même les femmes l'ignorent, parce que figurez-vous que malgré toute sa bonne volonté, la substitute au procureur à Valence manque de personnel, et donc les femmes que nous suivons ne sont pas toujours au courant que leur plainte a été classée. Donc il y a un gros embouteillage au niveau juridique. Donc notre demande, c'est une transparence sur les chiffres. C'est une demande citoyenne. Ensuite, donc ça, c'était la question des maires, et avec la gendarmerie, nous aimerions qu'il y ait la création d'une cellule contre les violences sexuelles et sexistes dans le département. Autrement dit, des gendarmes motivés, formés. Nous refusons la loterie, c'est-à-dire que les femmes vont à la gendarmerie et sont accueillies par des gens plus ou moins ajustés à leur état de vulnérabilité. Nous avons bien sûr identifié des gendarmes compétents et motivés à DI, mais une brigade spécialisée permettrait d'être sûr, permettrait d'avoir 24 heures sur 24 des gendarmes qui soient formés, qui ne minimisent pas le discours des femmes. Nous aimerions aussi qu'il y ait plus d'ordonnances de protection sur le territoire de la Drôme, parce que nous ne parvenons pas à protéger les femmes. Elles ont toute peur des représailles quand elles déposent plainte, et il n'y a rien pour les protéger. C'est à nous de leur dire de changer de téléphone. Voilà. C'est un gros problème que nous rencontrons. Voilà. Autre partenaire intéressant pour nous, l'association Femmes Répit. C'est une association toute jeune qui s'est créée peu de temps après nous, moins d'1 an d'existence, et qui se propose de créer des séjours de répit justement pour permettre à ces femmes qui vont mal psychologiquement et souvent physiquement de se récupérer. C'est un projet que nous encourageons et nous avançons parallèlement avec elles, des séjours de 5 jours. Dernier mot, donc la justice, j'en ai parlé. Nous avons 1 ou 2 avocates spécialisées qui croient les femmes et qui les accompagnent et qui ont des bonnes relations, qui sont expérimentées. C'est peu. Nous travaillons aussi avec Femmes Solidaires de Valence. Et donc, il y a quand même des délais d'instruction des dossiers, que ce soit auprès des JAF ou des juges aux enfants, qui sont extrêmement longs. Ça prend 6 mois, 1 an. C'est repoussé. Et pendant ce temps, les femmes et leurs enfants subissent toujours des violences. Il y a un grand souci de manque de moyens en justice à Valence et dans la gendarmerie, puisque parfois, il faut apporter le papier aux gendarmes pour qu'ils puissent imprimer. C'est un exemple. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, vous aviez une dernière chose à dire. Pourtant, je n'ai pas parlé de l'hôpital. L'hôpital, pour nous, c'est le lieu ouvert 24 heures sur 24. Même s'il n'y a pas de formation aux urgences, les femmes s'y rendent. C'est le point le plus important pour elles jusqu'à présent. Et une urgentiste référente violence vient d'être nommée aux urgences de l'hôpital. Et nous avons bon espoir que un parcours bienveillant de ces femmes à l'hôpital se voit le jour maintenant. Merci. Dès 2015, nous, le Conseil départemental de la Manche, sous la présidence de Philippe Bas à l'époque, s'est emparé de cette politique puisqu'une délégation aux droits des femmes a été créée. Alors, je ne vais pas revenir sur les constats, mais relatés par les uns et les autres, mais vous dire quand même que dans la Manche, en 2020, c'est une augmentation de 16% des violences faites aux femmes par rapport à 2019, et que l'accueil des victimes de violences conjugales par les travailleurs sociaux du département et donc en augmentation, et je dirais même que c'est devenu leur quotidien, surtout en territoire et surtout dans les zones rurales. Revenir sur les problématiques, mais qui ont été quand même largement identifiées. Donc, les publics qui sont touchés. Alors, ça a été dit, hein, les personnes âgées, puisque dans les territoires ruraux, nous avons une population vieillissante, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Les violences conjugales ne sont pas toujours, sont parfois niées, sont parfois même banalisées, ne sont pas dites clairement.
Et parmi ces publics, la perte d'autonomie fait que les violences peuvent être soit du côté de l'aidant, soit du côté de l'aidé. Et là, c'est assez difficile. Bien évidemment, les enfants, je ne vais pas revenir sur cette typologie de public, mais les enfants sont des victimes collatérales que nous devons également protéger et accompagner avec nos services. Revenir sur les problématiques. Donc l'isolement géographique, bien sûr, avec des services publics qui ne sont pas forcément à proximité, le réseau de transport qui est peu important et qui est couplé à des difficultés de mobilité, et la faible couverture numérique est également une des problématiques, puisque l'accès aux différents services ne peut se faire via cette voie. L'isolement des acteurs locaux, et vous parliez notamment des élus tout à l'heure, on évoque les élus, et les élus sont parfois démunis face à ces interpellations. Et à contrario, sont aussi perçus comme le seul interlocuteur pour les victimes qui résident en territoire rural. Donc, des réponses qu'il faut évidemment apporter à ces problématiques nombreuses. Bien sûr, favoriser la mobilité de ces publics et rapprocher les services de l'usager par des lieux de permanence délocalisés. Donc, nous, les travailleurs sociaux du département sont dans les centres médico-sociaux, mais pas que, justement. On a des permanences qui sont délocalisées au sein des territoires de solidarité, dans les maisons France Service, mais aussi dans les mairies, tout simplement. Le développement de l'accessibilité numérique fait partie aussi de nos priorités. Le maillage des personnes formées et informées, donc ça a été rappelé. Et la communication, évidemment, j'adhère complètement à ce qui avait été dit au départ, la communication publique, collégiale de l'ensemble des parties prenantes est également un point important. Justement, par rapport aux élus locaux qui ne sont pas forcément informés des démarches que l'on peut mettre en place, le département, en partenariat avec les signataires du protocole départemental, a créé une fiche réflexe pour rappeler le cadre légal et donner des repères aux élus. Et cette fiche a été diffusée par les conseillers départementaux à l'ensemble des communes de leur canton. Nous sommes également entrés, nous, département de la Manche, dans la démarche territoire 100% inclusif en 2018. Et donc, en 2019, nous avons voté une politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, pourquoi cette politique volontariste en la matière ? Tout simplement parce qu'il nous a semblé important d'avoir une feuille de route qui permette d'afficher des propositions d'action structurées dans ce domaine. Alors tout d'abord, dans le cadre du travail engagé par le protocole départemental, il a été décidé de créer un observatoire des violences et des réalités manchoises. Pour l'instant, cela fait partie de l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, mais notre souhait, c'est de créer un observatoire, vrai observatoire des violences faites aux femmes, afin d'observer, de situer d'ailleurs ces cas de violence géographiquement, mais aussi d'observer les suites données à ces démarches et d'évaluer la qualité de la prise en charge des victimes, croiser le regard des différents acteurs, rapprocher les cultures professionnelles, afin de prévenir ces faits de violence, évidemment faire réseau, hein, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus parce que le temps est relativement court, mais évidemment faire réseau, adhérer au réseau de prévention. La prévention, on en a parlé, les conseillères, nous, conjugales et familiales, qui sont dans les territoires de solidarité, interviennent aussi dans les établissements scolaires et notamment dans les collèges, pour faire de la prévention. Le rôle de la PMI, je ne le rappelle pas, mais dans les familles, quand les familles sont suivies via la PMI, cela permet de détecter quand même des situations de violence intrafamiliale. Parmi aussi les propositions d'action de la politique départementale, la formation continue des professionnels, quelque chose de très important, professionnels sociaux et médico-sociaux du département, formation priorisée sur la compréhension des phénomènes de violence, sur le repérage et la prise en charge des formés à l'accueil, à l'écoute et à l'accompagnement des victimes, mais aussi des auteurs, parce que parfois c'est quand même relativement compliqué pour les travailleurs sociaux. Et faire en sorte que ces professionnels puissent participer à des temps d'échange de pratiques. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer la question des violences faites aux femmes en milieu rural. Elles sont nombreuses et dans un contexte, je dirais, dans un environnement beaucoup plus difficile et plus complexe. Quand les femmes révèlent des violences conjugales, elles ont besoin d'être crues.
Porter plainte, souvent, c'est une épreuve supplémentaire. Leur parole doit être entendue et non mise en doute ou minimisée, comme bien souvent cela a été fait. Donc, en milieu rural, tout le monde se connaît, c'est un frein. Comment s'assurer de la confidentialité, la crainte de la gendarmerie aussi, le poids de la famille qui est dans le contrôle. Et quelquefois, dans les toutes petites communes, c'est difficile aussi d'aller trouver le maire de son village parce que il y a aussi leur fierté. Donc c'est pourquoi la prise en charge et l'accompagnement des victimes sont majeurs. Moi, je dirais que l'implication, et comme l'a rappelé Cécile Gallien, nous nous mobilisons au niveau de l'AMF, la mobilisation des élus est primordiale et fondamentale. Tout repose sur l'engagement des collectivités territoriales et moi, je remercie aussi les présidents des conseils départementaux, les associations qui travaillent en lien et sur les directions aussi départementales de la cohésion sociale, où en Saône-et-Loire, nous avons une déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Ça fonctionne. Nous avons aussi une grande problématique en milieu rural. Il y a un manque d'associations où ces associations sont très éloignées. Donc le problème de la mobilité, l'indépendance financière, l'isolement de la victime, donc les problèmes de distance, c'est compliqué. Je voudrais aussi, j'ai entendu Madame la représentante du CIDF, nous n'avons pas de permanence sur notre territoire. Moi, je suis dans une petite commune de 5000 habitants, dans un département qui est assez grand, à l'extrême ouest du département. Et aujourd'hui, on aimerait les avoir, mais nous ne les avons pas. Donc, la Saône-et-Loire s'est organisée avec des réseaux vifs, dispositifs qui ont été créés en Saône-et-Loire, qui sont proposés de professionnels de différentes institutions, d'associations. Et moi, en tant que maire de Bourbon-Lancy, j'ai créé ce réseau VIS en 2015. Ça fonctionne très, très bien. Donc, ce réseau est porté par la commune. Nous avons mis en place un appartement pour les violences faites aux femmes, et nous avons 3 appartements d'urgence. Pour vous dire, pour 2020, avec le confinement, les appartements ont été occupés à 95%. Donc, une nécessité d'accueillir des personnes, des femmes qui subissent les violences, mais pas forcément de notre petite ville, mais des villages aux alentours. Donc, c'est vraiment très important. La ville de Bourbon-Lancy aussi s'est organisée pour avoir des services avec des professionnels qui peuvent accompagner ces personnes parce que nous devons aussi être en capacité de protéger et d'accompagner ces femmes. Elles ont besoin de se reconstruire, mais il faudra du temps. Et bien souvent, nous avons une attention toute particulière pour les enfants qui sont co-victimes des violences conjugales. Et comme l'a rappelé Cécile Gallien, je crois qu'il y a de nombreuses actions à mener au niveau des maires de France, de la sensibilisation, de créer des temps forts, voilà, parce que le temps où les femmes partent de la maison, ensuite elles se retrouvent très seules, elles ont besoin d'un accompagnement, d'un suivi, parce que bien souvent le harcèlement du conjoint existe toujours. Et j'avais aussi un autre élément qui n'a pas été évoqué, c'est sur les femmes invisibles. Et je voudrais parler des femmes qui sont handicapées, parce que là aussi, on a des violences faites aux femmes. Et à Bourbon-Lancy, nous avons un centre de réadaptation fonctionnelle et nous travaillons avec un SAMSA, qui est un service d'accompagnement médical pour les personnes en handicap, enfin qui relèvent de l'handicap. Et donc, nous allons pouvoir mettre en place un appartement spécifique pour accueillir des femmes handicapées et qui subissent des violences. Et je voudrais aussi redire que sur la sénescence, on se trouve confronté bien souvent avec des couples qui vivent depuis des années ensemble et où, en fin de vie, eh bien, il y a des violences qui sont reconnues. Donc là aussi, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Donc, je crois qu'avec Cécile Gallien, notre volonté au niveau de l'AMF, c'est de travailler toujours sur cette égalité femmes-hommes, parce que c'est un travail de fond. Je crois que depuis
on a besoin de faire ce travail qui concerne la petite enfance parce qu'il faut que nous soyons en capacité de changer les mentalités. Je voudrais dire qu'il faudrait plus de moyens et il faut que l'État nous entende sur ce sujet pour développer les formations, accompagner les collectivités parce que les petites communes subissent aussi des restrictions budgétaires, même si nous mettons en place beaucoup de choses. Il faut plus de moyens pour les gendarmeries. Nous avons des petites gendarmeries on demande beaucoup de choses à nos gendarmes, mais à un moment donné, ils ont besoin d'avoir du personnel formé. C'est vrai qu'on aimerait avoir des travailleurs sociaux, au moins un, qui pourrait nous accompagner dans ces démarches. Et puis, ensuite, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées et je reste très optimiste, mais à un moment donné, il faut que nos territoires s'organisent et j'aurais parlé des maisons France Service qui aujourd'hui répondent à plus de proximité, des services publics de proximité. Moi, je suis en train d'en faire une dans ma ville. Vous avez rappelé aussi les petites villes de demain qui sont des dispositifs qui sont portés par l'État et qui vont nous permettre aussi d'avoir plus de services. Voilà, ce qui est très important pour nous, je pense, c'est le travail partenarial que nous devons faire ensemble avec les associations et mettre, alors avec la dématérialisation, je pense qu'on pourra avoir des permanences virtuelles, mais elles doivent être accompagnées par les collectivités. Voilà, alors le chemin parcouru, je pense, est important. En 3 ans, je pense qu'après tous les MeToo, il y a un réel tournant dans l'histoire et la parole s'est libérée. Mais il faut aussi que nous soyons en capacité d'accompagner toutes ces personnes. Et aujourd'hui, les maires de France ont une vraie volonté, et Cécile Gallien a rappelé cette charte qu'on pourrait faire signer à tous les maires pour cet engagement. Mais il faut aussi des moyens, il faut de la formation, il faut vraiment une vraie volonté politique pour que nous puissions avancer. Je vais vous parler un petit peu en termes pratiques de la participation effectivement du réseau des pharmacies d'officine à la lutte contre les violences familiales lors du confinement. Cette opération qui s'est déroulée à partir de mars et que ça s'est déroulé en métropole mais également dans les DOM, dans les départements d'outre-mer, donc avec une couverture très très large. Je ne vous rappelle pas le contexte de son confinement avec des chiffres qui avaient démontré une augmentation de 30% des violences intrafamiliales, ce qui fait que le 26 mars, dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur avait annoncé effectivement la participation des pharmacies, l'engagement des pharmaciens à participer, à aider les femmes à sortir de cette roue de la violence. Et pour cela, il s'était appuyé sur des modèles européens, sur des exemples européens, et notamment l'exemple espagnol qui avait été débuté une dizaine de jours avant, notamment à Tenerife, avec les femmes qui viennent dans des officines et qui vont demander un masque, puisque c'était un masque 19. Et donc à ce moment-là, ça a alerté le pharmacien qui à ce moment-là a appelé les forces de l'ordre d'orienter, sécuriser la personne. Alors il faut savoir que d'autres pays européens ont suivi. La France n'a pas du tout été en retard sur ce domaine. L'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, tous ces pays se sont mis en ordre de marche d'avril jusqu'à août dernier pour pouvoir, Malte aussi, excusez-moi, pour pouvoir alerter et aider ces femmes. Alors pourquoi faire appel aux pharmaciens? Pour 3 grandes raisons principalement. La présence, nous étions ouverts, nous avons assuré la permanence pharmaceutique, nous avons continué à délivrer les médicaments aux patients, nous avons renouvelé les traitements quand ils étaient périmés, quand ils étaient finis, puisque des fois les médecins n'étaient pas joignables, et donc nous avons assuré cette présence pharmaceutique. Deuxième raison, effectivement, c'est cette proximité, ce maillage, 22 000 officines réparties partout en France. En termes de ruralité, j'ai quelques chiffres, mais très rapides. Plus d'un tiers des officines sont installées dans des communes de moins de 5 000 habitants. Donc on voit qu'il y a un ancrage très fort en zone rurale. La distance en moyenne à la pharmacie la plus proche pour l'ensemble des communes est de 3,8 km, quand on comprend les communes avec une pharmacie. Et cette moyenne est de 5 km lorsqu'il n'y a pas de pharmacie dans la commune. 90% des communes bénéficient d'une pharmacie à moins de 7,2 km et 66% à moins de 5 km. Donc vous voyez ce maillage. Et enfin, dernière raison, c'est l'accessibilité.
Nous sommes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons la confiance des patients. Les enquêtes le démontrent régulièrement, comme les médecins d'ailleurs. Nous avons un contact fréquent avec les femmes qui viennent souvent à l'officine. Et en milieu rural, nous avons une connaissance de nos patients. Nous savons quelles sont leurs conditions de vie, leurs difficultés financières, etc. Nous avons un vrai rôle social, les pharmacies ont un vrai rôle social à ce niveau-là. Alors, quel a été ce dispositif français donc, pendant la période du Covid-19 ? Alors, ça s'est mis en place très très rapidement, sous quelques jours. Donc, nous avons mis en place une fiche réflexe qui précisait notamment donc, les modalités de saisine des forces de l'ordre, qui appelaient, comment appeler par les pharmaciens face à des signalements de violence. Donc, nous avions tout ce mode opératoire. Nous avons aussi, sur cette fiche, proposé des contacts utiles pour orienter les victimes, notamment effectivement, bien sûr, les médecins, les sages-femmes, enfin les professionnels de santé, mais aussi les professionnels de droit. Les avocats ont mis en place un numéro unique d'appel pour qu'on puisse les appeler si vous en avez besoin d'un avocat, mais aussi les associations locales qui sont très proches et on garde toujours cette notion de proximité. Et nous avons aussi mis en place des éléments de communication avec des affiches à apposer dans nos officines, le 3919, tous ces numéros d'appel pour pouvoir alerter les gens qui viennent dans la pharmacie et se dire tiens, il y a quelque chose à faire. Nous avons donc mis en place, nous avons assuré la diffusion et communiqué à l'ensemble des pharmacies via le dossier pharmaceutique. Le dossier pharmaceutique est un outil informatique professionnel qui nous permet surtout de voir les interactions médicamenteuses dans d'autres pharmacies, mais c'est surtout un outil qui nous permet de communiquer très rapidement à l'ensemble des pharmacies, notamment en cas de retrait de l'eau. Et en moins d'un quart d'heure, l'ensemble des pharmacies, 100% des pharmacies, qu'elles soient en métropole ou dans les départements d'outre-mer, sont informées de messages urgents. Et donc nous avons communiqué ceci par le dossier pharmaceutique. Et au niveau local, au niveau régional, nous avons pris contact avec des associations qui se sont manifestées pour pouvoir les faire connaître auprès du réseau des pharmacies. Alors quel a été le bilan ? Alors le bilan, nous n'avons pas eu de remontée officielle puisqu'il ne nous était pas demandé de faire des remontées officielles de chiffres. Tout ce qu'on sait, on a vu beaucoup dans la presse des signalements et des exemples de pharmacies qui avaient alerté les forces de l'ordre qui étaient intervenues en urgence. Moi, j'ai un chiffre, on a à ma connaissance 14 signalements de pharmaciens qui ont fait appel, mais ça c'est très très largement sous-estimé puisque effectivement, à titre personnel, la pharmacie juste à côté a fait appel effectivement à une association. La femme ne voulait pas alerter la gendarmerie, ne voulait pas, mais elle a accepté de voir une association et donc ensuite le processus s'est enclenché comme ça. Alors ce dispositif, il évolue, il ne reste pas comme il est actuellement. J'ai regardé 9 formations professionnelles continues sont accessibles aux pharmaciens comme les autres professionnels de santé pour pouvoir se former, pour pouvoir repérer. On a beaucoup parlé de repérage, donc ça c'est quelque chose qui est en place. Nous travaillons avec la MIPROF. Je vous ai dit qu'on a mis en place une fiche réflexe, mais qui a un format A4 qui a sur deux feuilles, donc qui tient très peu de place. Et donc nous travaillons avec la MIPROF, comme elle l'a fait avec les sages-femmes notamment, pour pouvoir proposer aux pharmaciens des outils, pour pouvoir apprendre à repérer ces cas de violence, quelles sont les stratégies, les mots employés, parce que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Enfin, moi, j'ai à titre personnel, dans mes études, je n'ai pas appris ça, et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et il faut apprendre à faire ça. Nous avons mis à disposition, nous avons un site qui s'appelle le CESFARM, un outil qui s'appelle le CESFARM, qui est une direction de l'ordre. C'est le comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie. Et nous mettons gratuitement à disposition des pharmaciens tous ces outils qui peuvent télécharger, qui peuvent imprimer, toutes ces affiches, etc. etc. Et enfin, nous travaillons également en lien avec la DGOS et avec la MIPROF, avec la Direction générale de l'offre de soins, et puis avec la MIPROF, sur la mise en place, vous savez, ça a été cité par l'interlocuteur précédent, que maintenant le secret professionnel le secret médical peut être levé en cas d'urgence, quand le professionnel de santé estime qu'il y a une urgence vitale pour le patient. Et donc, nous mettons en place des outils pratiques. Ça a été fait avec le Conseil national de l'ordre des médecins et le ministère de la Justice. Eh bien, nous l'adaptons à tous les professionnels de santé pour que l'on puisse avoir quelque chose de pratico-pratique pour que les pharmaciens puissent avoir cette notion et pour pouvoir transgresser ce secret médical pour pouvoir aider ces femmes.
Voilà, très très rapidement, Madame la Présidente, un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Vous voyez que la profession a pris au pied levé cette nouvelle mission qui nous a été demandée par les autorités. En quelques jours, la profession s'est mise en ordre de marche pour prendre cette nouvelle mission. Nous nous formons, nous évoluons, nous échangeons avec les autres professionnels, qu'ils soient de santé, qu'ils soient judiciaires, avec la gendarmerie aussi au niveau local. Donc nous rencontrons. Et donc en un seul mot, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous pouvez compter sur les pharmaciens. Merci. Pourquoi faut-il systématiquement déplacer le conjoint victime au lieu de déplacer le conjoint violent? Donc ça, on a tous été confrontés dans nos responsabilités à ce type de situation. Et à un moment donné, c'est insupportable. C'est la double peine, voire la triple peine, j'ai déjà dit, quand en plus il faut qu'on déplace les enfants. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on se pose la question sur qui est victime et qui est violent. Et comment les services de sécurité, de gendarmerie et de police doivent intervenir dans ces cas-là. Moi, j'ai évidemment apprécié, parce que je me suis reconnu dans ses propos, pour avoir été maire d'une commune rurale, l'intervention de la représentante de l'AMF, Cécile Gallien. Alors là, c'est pareil, je reprends 2 points qu'on a déjà évoqués ou que j'ai déjà évoqués en proposition, et donc peut-être qu'elles aboutiront. D'abord, en finir avec le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Si on avait des scrutins de liste, on aurait des scrutins effectivement à parité. C'est quand même malheureux de devoir gérer ça par des obligations légales, mais le panachage est aussi malheureusement un moyen d'éliminer. Et donc, plutôt que de choisir, quand on propose une liste, et donc là encore, dans les propositions, en finir avec le panachage et qu'on puisse étendre la même règle pour les élections municipales. Autre proposition qui rejoint un des points que vous avez évoqués, la création d'un correspondant violence au même titre qu'il y a des correspondants défense dans toutes les équipes municipales. Ça permet d'avoir une porte d'entrée, une tête de pont. Voilà. Et évidemment, la dernière minute, je saluerai mon confrère Alain Dalgut, parce que je ne veux pas dire que les pharmaciens font leur boulot, on le sait depuis des années, depuis que ce métier existe. Donc rien d'extraordinaire, mais voilà, un peu plus. 3 choses. La première, mais tu as dit qu'on n'avait pas forcément les chiffres, j'aurais aimé savoir l'évaluation de Masque 19. Je crois que comme le 3919 qu'on a tous mis en évidence, Masque 19 n'a peut-être pas été mis assez en évidence, mais ça aurait été bien qu'on en ait l'évaluation. Deuxièmement, il existe un DU de médecine légale qui est ouvert, un diplôme d'université de médecine légale à l'université de Versailles-Saint-Quentin qui est ouvert aux pharmaciens. J'ai eu l'occasion de le faire, donc ça permet là encore d'avoir qui est mené par un médecin légiste, ça permet d'avoir un complément de formation. Et puis, pour que les pharmaciens soient toujours utiles dans tous les domaines d'activité, notamment celui-ci, il va falloir qu'on préserve bien le maillage rural. Là aussi, n'ayons pas un jour à lutter contre les déserts pharmaceutiques. On voit bien comment, là encore, les têtes de pont peuvent être utiles. J'avais dit 5 minutes, Présidente, c'est fait, un grand merci. Merci, chers collègues. Alors, notre collègue Guylaine Pantel qui a demandé la parole. Et après, on laissera les participants à la table ronde répondre. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi aussi, comme mes collègues, je tiens à saluer les intervenants pour la qualité des interventions. Et puis surtout, on voit bien que beaucoup de choses sont faites sur les territoires à tous les niveaux, et donc on ne peut que saluer tout ça. Mais moi, je voulais dire, j'habite un petit département où on est le moins peuplé de France, avec 70 000 habitants, 77 000 habitants, et le vrai... un des problèmes majeurs, et c'est pour ça que je tiens à insister là-dessus, c'est l'anonymat. Parce que, effectivement, quand une femme est victime de violence, dans nos petits départements et nos petites communes de 100, 200 habitants, ça se sait comme une traînée de poudre, quoi. Et c'est un vrai problème. Et pour les enfants, c'est un tsunami dans leur vie. Donc c'est vraiment... on peut que saluer la qualité des gendarmes, enfin, le travail qu'ils font, qu'ils interviennent le plus discrètement possible, mais malgré tout... tout se sait, et c'est un vrai problème et ce qui retient des femmes, évidemment, de réagir et de porter plainte.
Ensuite, je voulais dire aussi que tout à l'heure, il a été souligné que des interventions et des informations doivent être faites dans les lycées agricoles. Mais c'est pas parce qu'il y a que la ruralité qui correspond à l'agriculture. Il y a aussi des lycées professionnels. Enfin, il y a tous les lycées. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, sur la prévention. Mais même à partir des écoles primaires, qu'il y ait une plus forte prévention. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est pas assez dans nos débats actuels, n'est pas assez mis en avant. C'est la base, quoi, la prévention. La prévention, pour moi, est très, très importante. Et dans toutes les catégories et socio-professionnels, mais de lycée agricole professionnel ou lycée classique, collège. Et voilà. Donc je voulais simplement souligner cela. Merci beaucoup. Comme je l'avais imaginé, Madame Varias qui souhaite se rajouter, et puis après on... Petite intervention, parce que j'ai un train à prendre très, très vite pour la Dordogne, donc je voudrais simplement dire que ces auditions de ce matin sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles englobent toutes les thématiques que l'on rencontre dans nos territoires. Moi, j'ai commencé par faire des auditions dans mon département, des auditions avec la responsable à la préfecture aux droits des femmes. J'ai fait une audition avec l'association Femmes Solidaires. J'ai fait des auditions d'agricultrices, une en agriculture ferme traditionnelle, une autre qui est une néo-rurale et qui s'est installée en agriculture biologique. J'ai appris beaucoup de choses à travers ça, mais pour être rapide, je pense que nous avons à travailler sur mon territoire sur la mise en coordination des actions de toutes ces associations et tous ces partenaires. Et quand on parle de plateforme, de mise en place de plateformes ou de comités de pilotage, y compris avec tous les intervenants, c'est absolument nécessaire parce que je me suis rendu compte que chacun travaillait dans son secteur, mais qu'elles ne travaillaient pas suffisamment ensemble. Voilà. Alors bon, chez les agricultrices, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est très difficile quand elles subissent des violences conjugales, pour la bonne et simple raison qu'elles ne peuvent pas partir. Elles sont conjointes d'exploitants, elles n'ont aucun statut, elles partent, elles perdent tout. Et en plus, souvent, c'est le fiston qui doit prendre la relève. Et donc, à double titre, elles ne peuvent pas prendre la responsabilité de partir. Et ça, j'ai eu un témoignage qui est bouleversant. D'ailleurs, elle m'a fait un long texte derrière notre entretien. Je vais visiter sa ferme, d'ailleurs, demain matin, parce que je veux lui rendre l'appareil. Elle a été extraordinaire dans le travail qu'elle m'a apporté. Mais très franchement, je pense que nous avons beaucoup de travail, beaucoup à avancer. Et quand on parle des maisons France Service, je voudrais dire aussi que dans les maisons France Service, on y trouve beaucoup de services. Et que je pense que certaines auront beaucoup de difficultés à trouver des lieux de confidentialité pour écouter ces femmes en difficulté. La question de l'information et de la communication et de ce que mène la gendarmerie pour étendre l'information, donc les messages Hermès, donc l'opération Hermès, donc R-MES comme message, est déployée dans un certain nombre de départements, et il s'agit bien évidemment d'étiqueter les sachets de pain et d'étiqueter les sachets de pharmacie, et il est tout à fait possible de mener ces campagnes au niveau local et pourquoi pas au niveau national, entre le CIRPA, gendarmerie et la gendarmerie nationale, et un mécène ou un porteur financier qui va nous permettre de disséminer cela. Donc après, la gendarmerie est tout à fait prête à poursuivre cet effort, soit au niveau départemental, local, soit au niveau national. Il n'y a aucun souci. Nous avons une convention avec Carrefour qui va nous permettre également de procéder à des étiquetages et à une diffusion dans tout le réseau Carrefour. Alors, il y a certes les grands centres commerciaux, mais il y a également toutes les supérettes, etc. Et nous sommes prêts également à tendre la main à d'autres porteurs de commerçants avec d'autres commerçants, d'autres centres commerciaux. Sur la question de la confidentialité dans la ruralité et l'anonymat, en fait, on ne pourra pas aller contre la nature même de la ruralité avec des espaces où quasiment tout se sait dans un hameau et dans un village. Et la notion alors, je comprends la nécessaire confidentialité et l'anonymat, mais une intervention de gendarmerie, même sans sirène et moyens lumineux, est de toute manière remarquée dans un village ou dans un hameau et fait part de rumeurs ou bien
de commentaires. Donc, c'est extrêmement difficile. On essaie de faire en sorte de l'être, mais cet objectif-là est clairement, par la nature du milieu même, difficile à atteindre. Sur la question de la double sanction qui est opérée quand on déplace une femme. Alors, je rappelle que dans les mesures de justice, il est rappelé que c'est à l'auteur de la violence d'être enlevé. Néanmoins, on revient à ce qui a été dit dans l'ensemble et dans certaines interventions, c'est qu'il y a une question également de propriété, une question aussi de baux, etc. Et la difficulté, et ça a été dit notamment pour les agriculteurs, quand les murs et quand l'exploitation n'appartient pas à la victime, c'est extrêmement difficile. Et il y a également la volonté de la victime de quitter le lieu, parce que c'est le lieu où ont eu lieu les violences. Et c'est un lieu qui leur rappelle physiquement l'ensemble de ces violences et une histoire que certaines veulent oublier. Donc, il n'y a pas de double peine. On fait en sorte de satisfaire la victime et de faire en sorte qu'elle trouve sa solution. Et parfois, cette solution, c'est une fuite, mais une fuite consentie. Voilà. Je voulais préciser cela parce que, bien évidemment, autant que faire se peut, dans les mesures qui sont prises, c'est l'auteur qui part. Mais dans la ruralité, malheureusement, eh bien, le milieu fait que ce n'est pas tout le temps possible, ni même tout le temps souhaitable. Voilà pour moi. Merci. Donc, parole de femme et ensuite les chouettes, les associations. Hein. Oui, je me permets, Madame la Présidente, vu que j'ai eu très peu de temps, je voulais compléter parce que je n'ai pas du tout parlé et je voulais vraiment vous dire le rôle très important des délégués aux droits des femmes. Nous avons la chance dans le Tarn d'avoir eu une déléguée pendant 12 ans et une nouvelle déléguée qui vraiment sont complètement impliquées. Ça, c'est très important pour les associations. Nous avons depuis des années une commission violence qui est menée aussi par Madame la Préfète sur les violences, qui réunit tous les partenaires. Nous avons des formations depuis des années faites donc par le délégué aux droits des femmes avec le CIDF pour former les gendarmes, les travailleurs sociaux, les associations, tous les ans des formations. Et ce qui fait que nous avons un travail remarquable avec tout ce réseau. Nous travaillons donc en partenariat très fortement avec la gendarmerie et très impliqués, que nous voyons très régulièrement. Et ça, c'est très, très important. Voilà, donc ça, je voulais le souligner, l'importance des délégués départementales et de leur engagement. Et donc, je tiens à les remercier parce qu'on a vraiment, sur le Tarn, eu beaucoup de chance qui a permis vraiment ce travail en réseau qui est remarquable sur le Tarn. Merci beaucoup pour ces précisions. Et alors, donc, une dernière intervention, je crois, qui avait été sollicitée également, les chouettes. L'association Oui, Les Chouettes. Oui, je voulais revenir sur un de nos souhaits, qui est d'ouvrir en Drôme une maison des hommes violents à titre expérimental, comme celle qui existe déjà à Arras, la maison des Rosati. Je ne sais pas si vous connaissez. Parce qu'on a essentiellement parlé des femmes, mais chez nous, dans la vallée, on a tout à faire avec les hommes. Et donc, en attente de jugement, ces hommes violents pourraient être, sur la base du volontariat, faire un séjour dans cette maison des Rosati qui a fait la preuve en termes de récidive de son intérêt. C'est un dispositif extrêmement intéressant que Mme Schiappa veut dupliquer, mais moi, je verrais très bien ça dans notre département. Voilà, une expérience pilote. D'autre part, j'aimerais attirer l'attention sur un diplôme intéressant de formation des soignants qui sont en première ligne auprès des femmes, c'est-à-dire un diplôme universitaire médical en formation continue qui s'appelle Prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance et qui s'adresse aux médecins généralistes, aux gynécologues, aux sages-femmes et aux kinés en rééducation du périnée. Il est dispensé à Paris-Descartes et à Grenoble en alternance et c'est un diplôme qui rend les soignants ensuite très à l'aise, ils créent leur réseau, c'est magnifique. On a déjà plusieurs soignants comme ça dans la Drôme. Le dernier point qui a été soulevé par plusieurs, c'est la prévention. Le Code de l'éducation prévoit des séances d'information, d'éducation à la sexualité de la maternelle à la terminale. Bon, y compris je pense, en secteur de la formation professionnelle. Et chez nous, c'est pas fait. Donc, j'ai discuté avec les proviseurs et les directeurs d'école, et en fait, ils ont besoin
c'est pas fait, c'est fait. Ces séances pour faire évoluer les mentalités chez les très jeunes, chez les enfants et chez les jeunes, c'est vraiment pour moi l'axe majeur, pour nous. Et donc, les directeurs d'école en primaire ont besoin d'informations, de séances clés en main, gratuites. Ils sont débordés dans les écoles par plein de sollicitations. Il faut faire du civisme, de l'écologie, les gaz à effet de serre. Bon, il n'y a pas de priorité donnée à l'éducation nationale dans les textes sur cette éducation filles-garçons. Donc, des interventions clés en main et gratuites, ça les arrangerait. Et par ailleurs, il existe une structure à Lyon qui intervient dans tout le Rhône-Alpes, aux côtés des interventions des conseillères conjugales et familiales ou bien de celles du planning, mais c'est insuffisant. Les retours des méta-analyses montrent que les messages auprès des enfants doivent être répétés. C'est pas un coup, une fois tous les 2 ans, c'est plusieurs fois dans l'année, tout au long de sa vie, pour que le discours prenne différentes formes et modifie effectivement les représentations dans la tête des enfants. Voilà, ça sera mon dernier point.